Il y a beaucoup de cartes dans le monde diplomatique de septembre 2022, Cécile Marin. Alors oui, il y a beaucoup de cartes. On en a une première sur les Philippines qui traite plutôt de la mer de Chine méridionale et des eaux convoitées de cette mer de Chine méridionale. On a une carte sur le lithium qui accompagne un papier sur les mines de lithium en Serbie. Et donc on élargit un peu sur la carte avec les pays qui produisent du lithium, qui sont assez peu nombreux, et les pays qui ont des ressources, qui eux sont un peu plus nombreux. Il y a des très grosses ressources en Amérique latine, mais qui ne sont pas encore exploitées. Rappelez-moi, Cécile, le lithium, ça sert à quoi ? Essentiellement à fabriquer des batteries rechargeables. Je vois également une carte de la Palestine. Oui, on revient sur le morcellement du territoire avec une carte qu'on a appelée Cisjordanie en miettes. Ça, c'est dans le dossier, mais on y reviendra plus tard dans cet épisode, le dossier du mois qui s'appelle la Palestine assiégée. Et enfin, on a 2 cartes sur l'Ukraine. On n'avait pas beaucoup traité sur le plan cartographique encore, avec une carte sur l'histoire du territoire, la formation du territoire ukrainien, et quelques explications, et une carte sur la guerre et l'état du front actuellement. Merci. Et nous entrons ainsi dans le monde diplomatique de septembre 2022. On s'arrête, on réfléchit et on joue avec le feu. Nous en parlions à l'instant, la guerre en Ukraine est traitée sous plusieurs angles dans ce numéro de septembre. Par la bande, avec la double page d'Ibrahim Ward. La chasse aux oligarques russes est ouverte. Le 1er mars dernier, Joe Biden les menaçait en ces termes. Ce soir, je dis aux oligarques russes qui ont amassé des milliards de dollars grâce à ce régime violent, c'est fini. Nous allons traquer les oligarques russes criminels. Avec nos alliés européens, nous trouverons et nous saisirons vos yachts, vos appartements de luxe, vos jets privés. Nous ciblerons vos biens mal acquis. Mais Poutine aussi, 15 jours plus tard. Oui, bien sûr, les Occidentaux essaieront de parier sur ce qu'on appelle la 5e colonne, sur les traîtres à la nation. Je ne juge pas ceux qui ont une villa à Miami ou sur la Côte d'Azur, ceux qui ne peuvent pas se passer de foie gras, d'huîtres ou de cette soi-disant liberté de genre. Ce n'est absolument pas le problème. Le problème, je le répète, c'est que beaucoup de ces personnes, dans leur tête, vivent là-bas, pas ici, pas avec notre peuple, pas avec la Russie. Cependant, punir les oligarques n'est pas chose si aisée d'une part et ne doit pas conduire d'autre part à négliger un rouage essentiel du système. Les réseaux de complicité et de facilitation qui permettent les transferts de richesses, le rôle néfaste des facilitateurs, l'industrie de la gestion de fortune qui permet aux plus fortunés de dépenser des millions pour dissimuler leurs milliards, une industrie qui s'est considérablement développée avec l'apparition des oligarques issus de l'ex-Union soviétique. Allons voir les flics, non ? Pages 4 et 5, vous trouvez un reportage de Loïc Ramirez. Voyage dans le Donbass occupé. Dans cette région de l'Est ukrainien en conflit depuis 2014 où les journalistes occidentaux pénètrent rarement. Les pompiers, c'est où ? C'est plus long. Mais là, ils devraient être là à cause de l'alarme. Vous lisez également une analyse d'Igor Delanoë. La guerre à tout prix. Sur l'état des négociations de paix, complètement figées à ce jour, dont je vous livre la conclusion, ce qui ne doit pas vous dispenser de sa lecture ou de son écoute dans le journal audio. Tous les liens sont sur la page de cet épisode. À Kiev comme à Moscou, personne ne semble aujourd'hui accessible à l'idée d'une paix bâtie sur des concessions négociées. Les belligérants tablent davantage sur une paix imposée par les armes, malgré le risque d'instabilité et de revanche qu'elle comporte, afin de mettre un terme à ce conflit selon des modalités qu'ils estiment favorables à leurs intérêts. Intégrité territoriale et sécurité pour Kiev, neutralisation de l'Ukraine et sécurité également pour Moscou. De la guerre en Ukraine et notamment de l'efficacité des sanctions contre la Russie qui semblent pour l'heure se retourner surtout contre les classes populaires européennes, il est aussi question dans l'éditorial de Serge Halimi intitulé « Jusqu'à quand, jusqu'où ?» Il relève lui aussi la prévalence actuelle de la logique des armes. Moscou ne veut plus seulement soumettre l'Ukraine, mais la dépecer. Washington ne veut plus seulement contenir la Russie, mais la vaincre. Rien ne paraît enrayer cet engrenage où chacun des camps, de plus en plus dominés par des partisans de la guerre, pense avoir les coups des franches parce qu'il parie que son adversaire, même acculé, ne commettra jamais l'irréparable pour se dégager. Or, des erreurs de pronostic de ce genre peuplent les cimetières.
Pour trouver des pacifistes dignes de ce nom, il faut remonter dans l'histoire et prendre la direction de Bruxelles. Je veux un GLOCK pour tuer la nuit qui n'en finit pas. BXL. Page 3, Jean-Baptiste Mallet nous raconte l'histoire d'une utopie sous le haut patronage du roi des Belges, Albert Ier. Les pacifistes et la capitale du monde. Cher monsieur, cette œuvre a été commencée il y a déjà bien longtemps. Les débuts remontent à 1892-1895. Il est né dans l'esprit de deux citoyens belges, M. Paul Otlet et M. Henri Lafontaine, deux avocats, et qui voulaient établir un catalogue, un immense catalogue, d'abord juridique, et qui ensuite s'est étendu à tous les domaines du savoir humain. Sa conclusion nous a laissé sur notre faim, on a donc envoyé cet audio à l'auteur. Vous nous frustrez, Jean-Baptiste, avec votre page 3. Du répertoire bibliographique universel, sorte de Google avant la lettre imaginé par les Belges, Otlet et Lafontaine, vous passez très vite au projet de ville international et au Centre mondial de communication conçu par les Andersen, un couple d'artistes américains, et c'est là, en 1913, que vous nous laissez au seuil d'un rêve. Alors, qu'est-il advenu de ce rêve ? Voici sa réponse. Qu'est-il advenu de ce rêve ? C'est une excellente question. Je peux vous dire deux choses. La première, c'est que ce rêve, cette cité idéale qui s'intitule le Centre mondial de communication, a fait rêver tout le mouvement pacifiste de la Belle Époque, à partir de 1913 et jusqu'au déclenchement de la guerre mondiale en 1914. La seconde chose que je peux vous dire, sans vous révéler la fin du livre, La capitale de l'humanité, c'est que cette cité idéale a inspiré deux grandes réalisations architecturales, l'une en Grèce, l'autre en Italie, et pour savoir lesquelles, il faudra tout simplement lire le livre. Le livre de Jean-Baptiste Mallet sortira le 6 octobre prochain aux éditions Bouquin. Retour à présent à l'Ukraine et au président Volodymyr Zelensky, à qui l'Union européenne et les États-Unis ont manifestement promis qu'ils l'aideraient à récupérer militairement le terrain conquis par l'ennemi. Ils lui ont délégué la définition des missions et la médiatisation des opérations destinées à mobiliser l'opinion. Ce qu'on ne saurait reprocher à Zelensky qui se charge de cette mission communication, et je cite toujours Serge Halimi dans un autre article coécrit avec Pierre Rimbert, page 28. Avec un talent incroyablement supérieur à celui de ses ennemis russes. France Info, 9 mai 2022. Bonjour Alexander Makogonov. Bonjour. Vous êtes le porte-parole de l'ambassade de Russie en France. Ça pose beaucoup de questions. Donc alors là, vous pourquoi reconnaissez que c'est bien l'armée russe qui a tiré sur ces hôpitaux parce qu'elle abritait pour vous des militaires. Soit ces hôpitaux abritaient des militaires ukrainiens, soit c'était les Ukrainiens eux-mêmes qui tiraient sur les hôpitaux peut-être vides, juste pour montrer au monde entier l'image d'un hôpital ruiné, détruit, bombardé par les Russes. Vous croyez vraiment ce que vous dites ? Bien sûr, parce qu'il s'agit de la guerre d'information avant tout. Dans ce papier de critique des médias intitulé « Un voluptueux bourrage de crâne », nos deux auteurs reprochent aux journalistes occidentaux de rester toujours aussi soucieux de dire quoi penser plutôt que de donner matière à réfléchir. En gros, soit on aide davantage l'Ukraine, Pierre Sarment, vous êtes d'accord avec ça aussi ? Oui. Soit, en gros, on passe l'été et ce sera la victoire de Poutine. C'est ce que vous dites, en gros. Pardon de faire des raccourcis, mais il faut que les gens comprennent, en fait. Voilà, tout à fait. Il faut que tous ceux qui nous écoutent comprennent qu'il faut conserver d'abord cette indignation complète. Ce qui se passe est criminel. Il faut comprendre que nos valeurs et la défense du territoire européen, des valeurs européennes, mais aussi du territoire européen, se fait en Ukraine. Donc il ne faut pas faiblir, il faut que les citoyens conservent cette indignation au cœur et il faut qu'on monte en pression. Cette page 28 part d'un rapport d'Amnesty International présenté le 4 août dernier et reprochant aux forces ukrainiennes de mettre en danger la population civile en établissant des bases, je cite, et en utilisant des systèmes d'armement dans des zones résidentielles habitées, notamment des écoles et des hôpitaux. Indigne de la part d'Amnesty, coupablement neutre, se sont récriés certains journalistes. Les médias, qui ont érigé le combat contre les fausses nouvelles en impératif démocratique, pilonnent à présent une nouvelle cible, les informations vraies mais inopportunes. L'article rappelle que ce n'est pas la première fois qu'Amnesty, dont le bureau en Russie a été fermé le 8 avril 2022 en raison de ses critiques trop acerbes du pouvoir russe, que ce n'est pas la première fois donc qu'Amnesty formule cet argument. Argument selon lequel la position d'agressé ne dispense pas du respect des droits humains. Il a notamment justifié les nombreux communiqués de l'organisation condamnant les violations des droits humains par le Hamas dans la bande de Gaza, malgré les attaques israéliennes.
La Palestine, justement. La Palestine assiégée. Est l'objet d'un petit dossier dans nos colonnes ce mois-ci. Dossier que nous présente Akram Belkaïd, responsable du monde arabe au sein du journal. Alors vous avez intitulé ce dossier La Palestine assiégée, avec l'article de une d'Alain Grèche intitulé lui de la colonisation à l'apartheid, ce qui est une manière un petit peu de réagir aussi aux polémiques qui ont agité certains médias français cet été. Oui, pour nous, il n'y a même pas besoin de répondre et de polémiquer avec ces médias. C'est une situation d'apartheid. Un petit mot à l'extrême gauche. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, le 2 août à l'Assemblée nationale. Corbyn, l'apartheid, les mots que vous avez choisis pour commenter le discours du président de la République. Ces mots-là vous collent à la peau. L'extrême droite maintenant, que l'on ne peut pas oublier. Il y a deux débats en réalité sur ce terme apartheid. Akram Belkaïd. Il y a ceux qui sont... quand on avance l'accusation, en tout cas le terme apartheid, beaucoup d'Israéliens, d'amis d'Israël, disent mais c'est pas possible, allez en Israël, vous verrez, il y a des Arabes, comme ils les appellent, qui travaillent, qui ont des droits, etc. Et tout. Donc là, ils parlent effectivement des citoyens arabes d'Israël, ceux que les Palestiniens appellent les Palestiniens de 48, c'est-à-dire des gens qui sont restés et qui ont la nationalité israélienne et qui ont donc des droits. Ils ont le droit de voyager, ils ont le droit de voter. Il y a même des députés à la Knesset. Ils ont des députés à la Knesset, ils ont des écrivains, etc. Et tout. Et donc là, on peut avoir un débat sur est-ce que c'est un apartheid ou est-ce que c'est simplement une question d'inégalité, parce qu'il y a des inégalités. Il y a des municipalités, par exemple, qui essayent de faire en sorte qu'il n'y ait pas ces gens-là chez eux, etc. Mais en réalité, quand on parle d'apartheid, on pense aussi aux autres, c'est-à-dire les Palestiniens de Cisjordanie, qui sont, eux, sous occupation, donc qui sont sous la responsabilité directe de l'État d'Israël. On veut faire croire qu'il y a deux États qui cohabitent et qui sont en conflit, ce qui n'est absolument pas le cas. Il y a une carte que je conseille de regarder, il y a une carte dans ce dossier qui montre bien ce qu'est la Cisjordanie sous autorité palestinienne. C'est d'abord un gruyère, il y a plein de colonies, donc les colonies, les Palestiniens n'ont aucun droit sur elles, et puis il y a les îlots contrôlés par l'autorité palestinienne où l'armée israélienne peut entrer quand elle le veut, comme elle le veut, et avec des incursions fréquentes. Et alors là, pour le coup, ces gens qui vivent en Cisjordanie, certes, ils sont palestiniens, ils ne sont pas israéliens, mais eux sont dans une situation de relégation et de ségrégation. Oui, Olivier Pironnet conclut son papier d'ouverture du dossier avec cette phrase. Il parle, lui, d'une situation qui évoque à bien des égards la gestion d'un protectorat par un empire. Oui, parce que l'autorité palestinienne n'est pas le gouvernement d'un État souverain. Voilà. Elle est obligée de se plier à ce que décident, de ce que veulent les Israéliens. Un exemple tout simple, pour faire référence à l'article d'Olivier Pironnet, c'est Israël qui décide quel type de réseau peut exister, de réseau hertzien ou de réseau téléphonique peut exister en Cisjordanie. Ce ne sont pas les Palestiniens. Les Palestiniens sont obligés de demander, d'espérer qu'Israël autorise aujourd'hui ou demain l'introduction de la 4G pour avoir la 4G, par exemple. Oui, il ouvre son papier avec ça, une déclaration de Thomas Nides, ou Nids, je ne sais pas comment il faut dire, l'ambassadeur des États-Unis en Israël, qui a dit qui diable a la 3G ? Il y a la 3G, mais il n'y a pas la 4G, et il a déclaré que signifie l'égalité ? Avoir la 4G, c'est ça l'égalité. Vous savez, je défends l'idée que les Palestiniens ont besoin de la 4G. Et si vous l'avez déjà, la 4G, vous dites bien sûr, eh bien vous seriez surpris. La dernière fois, je conduisais en Cisjordanie. Je n'étais pas censé sortir de ma voiture, mais je suis sorti quand même. J'ai regardé mon téléphone. Il n'y avait que la 3G. Mais qui peut bien avoir la 3G? C'est ridicule. Donc ce soir, je dois dîner avec le ministre des Télécommunications et je vais marteler l'importance pour chaque Palestinien d'avoir la même 4G ou 5G. C'est-à-dire que les gens qui patientent des heures et des heures au checkpoint de l'armée israélienne, les gens qui n'ont pas le droit de voyager, les gens qui n'ont pas le droit de quitter la Cisjordanie sans de multiples autorisations, les gens qui n'ont pas de passeport,
etc., etc. Ça ne le gêne pas, cet ambassadeur. Par contre, qu'il n'y ait pas de 4G, là, pour le coup, ça le rend bizarrement critique. Voilà, c'est totalement hors de propos. En fait. Peut-être que c'était une manière cynique pour lui de signifier qu'avec la 4G, les attentes seraient plus supportables. Oui, ça va de pair avec cette idée que si vous donnez de plus en plus de confort matériel aux Palestiniens, ils vont se calmer, ils vont oublier leurs revendications. Et finalement, pour anesthésier, si j'ose dire, les revendications nationales palestiniennes, il faudrait que leur situation économique s'améliore. C'est une vieille thèse. Merci Akram. Le salaire, cette carotte. En France, les parlementaires ont néanmoins refusé durant l'été de les augmenter. Des aides, mais surtout pas de hausse de salaire. Voilà qui pourrait servir de titre à la loi sur le pouvoir d'achat proposée par le gouvernement choisi par Emmanuel Macron et adoptée le 3 août par les députés de la majorité présidentielle, de droite et du Rassemblement national à 2 exceptions près. Venant de responsables qui ne cessent de vitupérer les assistés et n'ont que le mot « travail » à la bouche, le renversement idéologique ne manque pas de piquant, au moins en apparence. Martine Bullard signe page 23. Le travail ne paye pas. Après le vote de la loi sur le pouvoir d'achat en juillet. On nous explique à longueur d'antenne, à longueur de discours, qu'il faut que le travail paie. Et c'est pour ça qu'on diminue les indemnités chômage, qu'on diminue tout ce qui est aide sociale. Et en vérité, on s'aperçoit que sous Macron, mais c'était vrai aussi avant le président Macron, le travail ne paie pas, en tout cas ne paie pas pour une grande partie de la population. La loi sur le pouvoir d'achat est d'ailleurs tout à fait typique, c'est-à-dire qu'on augmente les primes, on donne des primes pour la rentrée, on fait un pseudo-bouclier tarifaire pour l'essence, pour le gaz, on limite un peu les augmentations de l'électricité, des loyers, bref, on fait tout un système qui est une aide a priori pour les salariés, notamment pour les salariés les plus bas de l'échelle, mais on s'aperçoit derrière que ces aides sont à double tranchant. D'une part, il n'y a rien sur les salaires, c'est ce que vous disiez au début, sauf pour les fonctionnaires, et puis les autres, ce sont des primes. Or, le problème des primes, c'est que d'une part, elles sont à la discrétion de l'employeur. Certains ne veulent pas, certains ne peuvent pas, donc une partie des salariés ne touche pas. Il faut savoir quand même qu'il n'y a que en gros 60% des salariés qui ont touché la prime en 2019. Alors on nous dit on va multiplier par 3 la prime qui va atteindre 3 000 €, donc tout le monde se dit ah c'est quand même très important. Simplement la première fois en 2019, le plafond de la prime était de 1 000 € et en moyenne les salariés ont touché un peu plus de 530 €. Donc ça ne sert à rien de faire fixer des plafonds qui ne seront jamais atteints. Mais il y a un deuxième inconvénient, c'est que les primes ne servent pas à calculer les congés maladie, les congés maternité, les indemnités chômage si un jour vous êtes au chômage, et les retraites. Donc on se retrouve avec des aides qui sont en vérité payées à terme par les salariés. Et vous rappelez également dans cette généalogie le rôle d'un certain Édouard Balladur. Est-ce que le comportement des patrons est raisonnable dans la période? Le comportement n'est pas un comportement destiné à nuire, c'est un comportement qui est induit par la structure économique et sociale dans laquelle nous sommes. France 2, 10 janvier 93. La protection sociale est financée par le salaire et par les charges sur le salaire. Donc elle constitue une contre-incitation à l'emploi. Il faut réduire le coût du travail, c'est-à-dire le coût des charges sociales. Nous sommes arrivés à un point où le désir de protection nécessite tellement de charges, tellement de prélèvements, tellement d'impositions qu'il tue la protection. Et c'est très grave. Et comme l'objectif c'est de maintenir à tout prix la protection sociale de notre pays et de l'améliorer, il faut commencer par alléger les charges du travail. Je vous donne un exemple. Ne pourrait-on pas, par exemple, prévoir que tout emploi supplémentaire bénéficierait d'une exonération pendant un nombre d'années à déterminer des cotisations patronales
à la sécurité sociale. Au bout du compte, on se retrouve quand même aujourd'hui avec des salariés payés au SMIC dont les directions d'entreprise, dont les entreprises ne paient strictement aucune cotisation sociale. Et les cotisations sociales sont dégressives jusqu'à 2,4 fois le SMIC. Conclusion, un patron normalement constitué qui a comme objectif de mieux rémunérer le capital et moins le travail, dès il n'ira pas au-delà de 2,4 SMIC. Exactement. Naturellement, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que ces bas salaires, c'est mauvais pour les salariés, c'est mauvais pour la consommation, mais c'est aussi mauvais pour l'économie. Comment voulez-vous avoir des salariés très qualifiés, des salariés qui ont envie de se qualifier, si vous leur donnez des clopinettes en échange? Quand même, ce sont des professions dont on nous a dit au moment du Covid qu'elles étaient essentielles à la vie en société, à la vie des Français. Fin de l'abondance, cette fin de l'insouciance, cette fin des évidences montre que c'est au fond une grande bascule que nous vivons. Nous vivons la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Le monde se réorganise face à de telles angoisses, parfois en tout cas de tels défis. Il est facile de promettre tout et n'importe quoi, parfois de dire tout et n'importe On conclut cet épisode avec un représentant de la nouvelle scène FAMO, Moreba Lorena, cité dans l'article de Jean-Christophe Servant. Gang, accordéon et politique. Page 27. Le FAMO est une musique traditionnelle du Lesotho, cette monarchie constitutionnelle de 2 millions d'habitants enclavée en Afrique du Sud. Vous connaissiez le gangsta rap, découvrez l'histoire testostéronée du gangsta FAMO. C'était l'épisode 29 du podcast du Diplo, un parcours sonore non exhaustif dans le monde diplomatique de septembre 2022. Charlie Dupio, Thibaut Henton, réalisation Maya Bokeh. Le monde diplomatique de septembre est disponible dès à présent en kiosque. Abonnez-vous si vous préférez recevoir le journal papier chez vous. Accédez à l'édition numérique et téléchargez toutes les lectures d'articles dans votre application de podcast depuis l'adresse suivante: monde-diplomatique.fr/audio. Maloro he, bongata banze ba maloro he.